Moi, j'en ai pas eu pour faire ma thèse, j'en ai pas eu pour faire ensuite les enquêtes dont j'ai vécu les premières années, ni pour faire les articles dans des revues scientifiques, ni pour faire les livres. C'est une formation qu'on se fait en lisant. C'est-à-dire, bon, on apprend à écrire des articles scientifiques en lisant des articles scientifiques, bon. Mais voilà. Mais c'est du bricolage et c'est dommage parce qu'il y a des trucs quand même qui accéléreraient les choses et qui permettraient d'éviter de perdre du temps et voilà. Oui. Une question, Nora. Je trouvais étonnant quand vous avez terminé en parlant du fait que la pensée se construit énormément dans l'écriture. Ouais. Et en fait, dans les matériaux que vous avez présentés, j'ai l'impression que vous écrivez en fait, très peu, vous faites sur des citations avec des idées qui aiguillent un peu, qui doivent vous parler. Qui sont plutôt des mots-clés. Mais du coup, ça c'est un travail, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des idées qui sont un peu dans une forme, pas impensée, mais pas totalement accouchée parce que vous n'avez pas encore écrit, mais qui peuvent en fait être là toute la préparation et qui seront mis sur papier uniquement quand vous écrivez. Je vous demande ça parce que moi je sais que je n'arrive pas à faire en fait, des écrits qui ne sont pas des chapitres, qui sont un peu justement... des statuts intermédiaires. Voilà, qui en fait ne sont pas véritablement repris tel quel dans les chapitres, mais qui sont comme un stade préparatoire nécessaire à l'écriture. Et j'ai pas l'impression que vous faites ça. Non. Vous avez des mémos de ce que vous pensez de telle question, alors vous dialoguez avec les auteurs que vous commentez. Je crois que je le fais plus dans les commentaires en fait, dans les commentaires des citations d'auteurs ou dans les commentaires de documents. Mais c'est plus à ce niveau-là que je développe les choses. Aussi parce que je crois que je travaille beaucoup de façon... j'adore ranger, comme tous les obsessionnels. Et donc pour moi, faire un livre, c'est ranger les choses à leur place. Et donc le fait de structurer ce que va être le livre est déjà pour moi le fait de le penser. Et donc la partie pragmatique du jugement de valeur, la partie ontologie des valeurs, axiologie des valeurs. Et donc j'éprouve pas forcément le sentiment de d'expliciter sur papier mes idées. J'ai pas l'impression d'avoir des idées en fait, j'ai l'impression d'avoir des cases. Vous voyez ce que je veux dire, d'avoir du rangement à faire. Et les idées, elles viennent en écrivant, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le développement de ce qui est entre mes matériaux que se construit la pensée, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez la place de l'inspiration, surtout des fois on est face à des matériaux ou des situations dans lesquelles qui projettent tout un chapitre, par exemple, tout un livre en fait. Et que alors je me dis, moi je fais tout tendance à me dire mais il faut vite que j'écris. Parce que si je ne l'écris pas, que je mets juste 3 mots-clés, je vais complètement. Je vais perdre un peu la fibre qui était celle du moment où en fait j'avais tout en tête. Mais il faut le faire. Mais alors du coup, est-ce que vous avez des moments comme ça que vous gardez ça bien précieusement en tête? Non, j'ai aucune mémoire. Donc si je garde en tête, je perds. C'est clair. Donc j'ai toujours un petit carnet dans mon sac à main sur lequel je note au crayon les choses que je veux tout de suite noter. Ça m'arrive. Alors tout d'un coup, il est bing, je note. Et sinon, j'ai mon ordinateur et là, c'est dans les fichiers. Où est-ce que ça va se retrouver? Divers. Oui, j'ai oublié de vous dire. Attendez, je vais vous montrer. Alors, ça va être les grands secrets là, que je vous montre. C'est à venir, dans le dossier à venir, les livres à venir. Voilà. Bon, par exemple, mon prochain sur l'esthétique. Bon. Vous allez avoir divers. Le fichier divers, alors vous avez, c'est le foutoir, il y a tout. Tout ce qui arrive, mes idées, des extraits, des trucs, des machins. Voilà. Comme ça, vous ne perdez rien. Même si vous ne savez pas où ça ira, peu importe. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas commencer par thématiser vos matériaux, il faut les trier par catégorie de matériaux et non pas par thème. Parce que par thème, c'est déjà être trop avancé dans le projet, vous voyez. C'est assez difficile parce que la manière dont vous présentez la chose,
vos cadres conceptuels et ce que vous appelez la modélisation est très très fort. Enfin, on voit bien que c'est très clair pour vous. Et même quand vous expliquez que vous avez votre modèle et votre cadre conceptuel, et que quand vous êtes sur des matériaux bruts, vous arrivez justement entre chenons à bien intégrer ce que vous voyez. Pour nous, pour moi, c'est assez difficile. C'est pour ça que j'ai débuté ce que vous dites tout à l'heure, j'ai débuté par cette thématisation que je pensais au départ me permettre d'écrire plus facilement, alors que non, en fait. Ça m'a permis de travailler plus facilement, mais pas d'écrire. Mais pas d'écrire. Donc, la thématisation, vous pouvez parfaitement l'expliciter dans un fichier divers, où vous allez avoir, tiens, telle thématique, et puis là, vous mettez tout ce qui vous vient à l'esprit. Peu importe, c'est pas pour le lecteur, c'est pour vous. Donc, soit ça ira à la poubelle, soit au contraire, ça sera réutilisé, peu importe. Je crois qu'il ne faut surtout pas perdre toutes les idées qui vous viennent en cours d'élaboration sous prétexte que vous ne savez pas où les mettre. Donc, d'où l'importance du fichier divers, qui est en amont l'équivalent du fichier bis, voyez, qui est ce que le chutier en aval. Le chutier en amont, c'est le divers. Attendez, je vous remontre quand même pour que vous voyez ce que c'est que... Regardez comment ça se présente ici. Alors, c'est... Vous voyez, mon prochain, enfin un futur livre sur la question de la beauté, vous avez la biblio, vous avez, alors cours de cassation, c'est juste un machin que j'ai extrait de je sais pas quoi. Voilà, c'est des notes que j'ai trouvées je sais pas où. Et puis vous avez le fameux fichier divers, tout ce qui rentre ses ventres. Voilà. Vous avez le fameux fichier instrument où là, j'ai déjà, vous voyez, le Amadieu se retrouve ici. Je l'avais en note générale, j'en ai utilisé des bouts pour les valeurs, mais j'en utilise aussi des bouts pour le fichier, pour le projet esthétique. Et on retrouve, alors on en a beaucoup là déjà. Chaque fois que je lis un livre dans lequel il y a des choses, ou un article dans lequel il y a des choses dont je pense qu'elles me serviront pour mon livre sur la beauté, hop, je vais l'injecter dans le fichier instrument, j'ai appelé ça instrument esthétique, enfin peu importe. Et ici, Ginsburg, ça doit être un article de l'économiste, voilà, Victor Ginsburg, voilà, que j'ai mis là, et qui évidemment, quand je referai mon dossier, ira dans le sous-dossier esthétique instrument. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas besoin parce que j'ai peu de choses. Donc il n'y a pas de dossier thématique. Ça se fait. J'arrive pas à voir à quel moment vous le faites. Alors, je fais... Attendez, je vais essayer de regarder dans autre chose si j'ai... Non, c'est tout pareil. Non, parce que tant que vous n'avez pas fait votre plan, que vous ne savez pas où vous allez, c'est très difficile de savoir par avance dans quoi vous allez thématiser les choses. Ça peut se faire, mais moi, j'en éprouve pas le besoin. Moi, j'ai besoin d'avoir mes matériaux, enfin comment dire, d'être familière avec mes matériaux pour qu'à partir des matériaux se constituent comme une évidence les thématiques. Deviennent évidentes les thématiques. Mais c'est peut-être parce que je travaille de façon extrêmement inductive. Moi, je travaille toujours à partir des matériaux et c'est des matériaux que naît la réflexion. Il y a des gens qui travaillent de façon beaucoup plus déductive, donc ils ont des hypothèses et puis ils vont chercher dans leurs matériaux si ça correspond à l'hypothèse, etc. Moi, je ne sais pas faire ça. Mes idées me viennent de la fréquentation, si on peut dire, de mes matériaux. Mais il y a peut-être d'autres façons tout à fait légitimes de faire. Voilà. Est-ce que c'est à partir des catégories de l'exercice, des catégories que vos idées viennent, elles s'inscrivent après, vous pouvez écrire si ce n'est pas la thématique, ça veut dire, là en vous écoutant, je me dis, alors votre hypothèse, vous ne la lancez pas, vous n'avez pas une idée au départ, même vague. Non. C'est à partir de la recherche, la construction des matériaux que vous allez après élaborer votre hypothèse, bien après. Oui. Je ne sais même pas si on peut parler d'hypothèse. Par exemple, sur les valeurs, j'étais partie d'une réflexion sur l'importance de l'opinion personnelle, son rôle par rapport à l'opinion publique, etc. Bon. Et donc j'étais partie d'exemples d'opinion.
j'observe des gens qui sortent du cinéma et qui disent oh, le film est génial, etc. Bon, j'essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi etc. Bon. Donc je pars toujours de... Et là, j'ai pas d'hypothèse en fait, j'observe qu'il se passe des choses et que ces énoncés-là n'ont pas le même statut que d'autres types d'énoncés. Voilà. On dit ben, en quoi ils sont différents, le contexte, le sujet, Et après, j'élabore des... Je dirais pas que c'est des hypothèses, mais des façons de formuler ce qui se passe. Par exemple, au bout d'un moment de préparation du livre, je me suis dit, il est clair que pour qu'il y ait valeur, il faut qu'il y ait jugement de valeur, et pour qu'il y ait jugement de valeur, il faut qu'il y ait un sujet, un objet, un contexte, et ce jugement peut être un énoncé, mais il peut y avoir aussi des évaluations par attachement et par mesure, etc. Bon. Et tout ça, je l'ai élaboré à force d'avoir fréquenté mon matériau et de me dire, mais là, attends, c'est l'attachement du bébé au doudou, il n'a pas besoin de dire qu'il aime son doudou, on le voit, bon, donc c'est pas une évaluation, c'est un attachement. Enfin, c'est des constats à partir de... Alors, par exemple, sur le livre sur la visibilité, l'idée, c'était que la forme moderne de célébrité passe par l'image, donc ça, c'était l'idée de départ, et que la forme moderne d'élite, correspondant au salon proustien du 19e, c'est l'élite des gens visibles. Donc là, je suis vraiment partie, c'était tout simplement une fille que je connaissais qui était comédienne et qui m'expliquait très naïvement qu'elle ne fréquentait que des comédiens. Bon, c'était pas que des comédiens. En fait, elle ne le disait pas, mais je voyais bien que tous ses amis étaient des gens célèbres. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a un phénomène d'homogénéité sociale incroyable, donc c'est une classe sociale, c'est l'élite. Bon, bref. Et donc je suis partie juste de cette anecdote pour, années 80, pour développer cette idée, mais prenant au sérieux ce que c'est que la nouvelle élite du XXe siècle, visibilité, et poussons l'idée, alors l'idée du capital, est-ce que c'est un capital, la visibilité? Voilà. Et je reprends les outils, l'homogamie, le capital, l'élite, enfin des outils classiques de la sociologie, je les applique à ce cas, et je vois si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est plutôt ça, ce n'est pas des hypothèses, c'est plutôt on fait tourner des outils, quoi. Voilà. Des outils conceptuels. Hein. Et quand ça marche, bon, on est vraiment content, parce que, ah ben oui, en effet, tout d'un coup, ça c'est clair, ah ben oui. Et là, on retourne à son matériau et on a un encadré magnifique sur tel cas, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le mot d'hypothèse. Alors, il y a certainement des sociologues qui fonctionnent avec des hypothèses, hein, mais moi, c'est plutôt, encore une fois, une interaction entre des outils conceptuels et des matériaux. C'est-à-dire que les outils vont éclairer le matériau, vont lui donner un statut, et là, à ce moment-là, on va pouvoir ranger les petits bouts de matériaux dans les différentes cases et voir comment ça fonctionne, voir qu'il y a une hiérarchie des célébrités en fonction des contextes, de la temporalité, de toutes les formes de hiérarchie. Enfin, voilà, et ensuite on déploie tout, qu'il y a une histoire de la célébrité, qu'il y a une technologie de la célébrité, qu'il y a une psychologie, qu'il y a une économie, qu'il y a un droit, qu'il y a une axiologie, etc. Autant de chapitres. Et on développe, on décrit tout ce phénomène-là en fonction de ces différentes entrées. Voilà, pour moi c'est comme ça que ça marche. Mais je suppose qu'il y a d'autres gens pour qui ça marche autrement. Ce que vous faites, c'est de voir en termes. C'est pas une hypothèse, mais il y a une grande part de comme ce qu'on appelle un premier terrain en anthropologie ou d'évaluation en fait, de cadres. Pour moi, il y a une intuition de départ. Je vous donne un autre exemple qui pour moi est très clair. La première fois que j'ai travaillé sur l'art contemporain, c'était quand Christo a emballé le Pont-Neuf en 85, et donc j'ai fait une enquête là-dessus. Et j'ai eu tout d'un coup une sorte d'intuition, comme ça, quasiment visuelle, de me dire, mais que fait cette installation, si ce n'est de dépasser, de transgresser les frontières du pont pour en faire une œuvre d'art? Que font les spectateurs qui ne sont pas d'accord? C'est de vouloir revenir aux frontières normales, c'est un pont, c'est pas une œuvre d'art. Et que font les intermédiaires, les critiques d'art, etc. C'est de dire, mais si, c'est une œuvre d'art, et donc d'étendre les frontières de l'art. Donc, transgression, réaction, intégration, les 3 chapitres du triple jeu de l'art contemporain que je publierai en 98. Et qu'est-ce que j'ai fait entre cette première intuition et 98? J'ai fait une enquête sur les rejets de l'art contemporain, où j'ai pu, évidemment,
expérimenter cette intuition de ce jeu à trois, entre ce que font les œuvres, ce que font les publics, ce que font les intermédiaires, en termes de frontières mentales, de frontières d'un objet. Donc en fait, chaque fois, j'ai une intuition qui m'excite, quoi. Je me dis, mais si ça marche comme ça, alors on va les regarder, quoi. On a envie de savoir si vraiment on a raison, si ça marche comme ça. Puis on a envie, quand on est certain qu'on a raison, on a envie de convaincre les autres aussi. Donc on peut faire des années d'enquête pour prouver qu'on avait raison, que c'est bien comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. C'est très amusant. Voilà, d'autres questions? Non? Bon? Oui. Par rapport à tout ce qui est parlé de lien, sur les conclusions, ça fait penser à Howard Baker qui, en 2000 chercheur sur la plateforme, parle de cheminement. Oui. C'est assez similaire en fait, et il dit la même chose que vous, je ne sais pas sur la joie justement des cas, pourquoi les étudiants sont paniqués. et sur le cheminement, ça c'est-à-dire sur l'idée que, en fait, quand on est au moment où on va écrire, tout est déjà fait. Il faut juste avoir la capacité mentale ou la volonté de pouvoir remonter ce cheminement, de pouvoir le redescendre dans tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé sur l'enquête sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut arriver à remonter, à redescendre du concret à l'abstrait, de l'abstrait au concret, et refaire les cheminements des acteurs aussi, mais ça veut dire les cheminements mentaux aussi, y compris de choses dont ils n'ont pas conscience. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est d'entrer dans les choses qui se font sans que les gens sachent pourquoi ni comment ils les font. Et ça, c'est assez génial. Donc ça, je vous donne, c'est ce que j'avais pas ouvert comme fichier, c'est le fichier PDF que m'a envoyé Gallimard une fois que le livre a été terminé, matériellement, fabriqué. Et donc, vous voyez le texte que vous avez vu en Word, le voilà en PDF avec, voilà comment sont les encadrés. Donc, ils n'ont pas tout à fait pris en compte ce que je souhaitais, mais enfin bon, voilà, ils ont un peu modifié mes présentations, mais vous retrouvez. Et ça, c'est la grande satisfaction du chercheur, c'est de voir son texte d'ordinateur transformé en objet édité, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un éditeur qui l'a trouvé digne d'être publié, que voilà, l'attaché de presse s'est démené pour le faire connaître, etc. etc. Ça devient un objet qui ne nous appartient plus complètement et c'est très agréable. Qui obtient des prix? Qui éventuellement obtient des prix, pas toujours, mais enfin qui marche plus ou moins. Il y a toujours une grande incertitude quand on publie pour savoir si le livre va marcher ou pas. Donc ça, c'est... J'ai eu des très bonnes et des très mauvaises surprises. Bon, voilà. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à se mettre au travail alors. Hein. Voilà. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, des interrogations. Voilà. Ben, merci à vous de l'invitation. Moi, ça m'a beaucoup amusé de parler de ça.